Bonsoir à tous et bienvenue dans le 7-8. Nous sommes le lundi 30 octobre. Voici les titres. Quelles mesures prendre après les émeutes de l'été dernier? Ce vendredi 27 octobre, la Première ministre était en déplacement à Chanteloup-les-Vignes pour un comité interministériel des villes. Elisabeth Borne a dévoilé plusieurs mesures pour répondre aux difficultés des quartiers populaires. Ce déplacement était également l'occasion pour la chef du gouvernement et ses ministres d'échanger avec les élus du département touchés par les émeutes. J-1 avant Halloween, en pleine vacances de la Toussaint, Halloween approche à grands pas. Pour l'occasion, la rédaction de TV78 vous propose des idées de sorties effrayantes dans les Yvelines, de quoi déjà vous plonger dans l'ambiance. Et de retour à Montboron pour un match, les joueurs du FC Versailles se sont inclinés ce samedi face au FC Fleury 91. Malgré le soutien des supporters, les Versaillais se sont fait éliminer de la Coupe de France après une séance de tir au but. Le résumé de la rencontre à suivre dans cette édition. Et puis l'invité du 7-8, le département des Yvelines a remis son bilan de fréquentation touristique estivale 2023 et il est positif avec des perspectives encourageantes pour 2024. Avec nous pour en parler, la vice-présidente des Yvelines, déléguée à la culture et au tourisme, Joséphine Coleman-Berger. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors nous ferons le point en deuxième partie d'émission sur cette hausse de la fréquentation estivale ainsi que l'initiative voulue par le département d'un tourisme plus durable. Avec nous également un journaliste de la rédaction de TV78, Michael Elmidoro. Bonsoir. Bonsoir. On parlera avec vous de l'actualité sportive dans le département, mais aussi des derniers résultats sportifs. Mais avant ça, je vous en parlais dans les titres. Ce vendredi 27 octobre, la Première ministre Elisabeth Borne s'est rendue à Chanteloup-les-Vignes pour un comité interministériel des villes. Une visite qui intervient après les émeutes urbaines de l'été et durant laquelle Elisabeth Borne a dévoilé des mesures pour répondre aux difficultés des quartiers populaires. Un reportage à voir de Régine Ralèche et Julien Leroy. Tout déminéralisé. Donc voilà, donc ça c'est déminéralisé et vous allez voir, ici c'était en fait des parkings et tout ça. C'est vrai que donner un nouveau visage au quartier populaire, la Première ministre Elisabeth Borne s'était rendue ce vendredi 27 octobre à Chanteloup-les-Vignes. Une déambulation à la rencontre des habitants et des commerçants avec des mesures pour améliorer le quotidien des populations, mixité sociale, transition écologique ou emploi. Au lendemain des annonces du gouvernement sur la sécurité après les émeutes de cet été, la maire chantelouvaise partageait son enthousiasme. Un accent particulier sera mis sur l'écologie avec davantage d'investissements pour notamment s'adapter au changement climatique. La transition énergétique qui n'avait jamais été retenue comme priorité dans nos quartiers, alors que c'est l'endroit où il fait le plus chaud en été, le plus froid en hiver, et que les habitants ont eu des augmentations de charges considérables, alors que c'est ceux dont on sait très bien qui coûtent le moins cher, qui sont les moins pollueurs, mais par contre qui n'ont pas la possibilité de gérer leurs propres économies. Donc là, 15% du fonds vert sur nos quartiers, c'est ce qu'on avait demandé, et ça c'est une attention particulière. Tendre vers le plein emploi, une phase de test sera menée dès 2024 pour lutter contre les pratiques discriminatoires envers les populations des quartiers populaires. Objectif, permettre un meilleur accès aux stages ou à l'embauche. Pour soutenir l'entrepreneuriat, davantage de moyens seront alloués avec 456 millions d'euros débloqués sur 4 ans. C'est un peu le fantasme de l'habitant de banlieue qui sait faire son auto-entreprise. Moi, je ne crois pas qu'à ça. Je crois à la formation beaucoup, à l'apprentissage beaucoup. Et si on ne donne pas un zoom extraordinaire sur la formation et l'apprentissage, on ne développera pas la capacité des jeunes d'aller chercher l'emploi où ils veulent avec un métier qu'ils ont rencontré par passion. Au cours de sa visite, Elisabeth Borne a aussi découvert le site de la future cité éducative Simone Veil de Chanteloup-les-Vignes qui devrait voir le jour en 2025. École, médiathèque et centre de loisirs rassemblés au sein d'un campus pluridisciplinaire pour aider à la réussite des enfants. La Première ministre a annoncé le développement de ce type de projet à d'autres communes, une façon de faire de l'éducation un levier contre les inégalités sociales. Le point maintenant sur le reste de l'actualité dans les Yvelines. Et c'est avec vous, Michael Elmidoro. Malgré la pluie qui ne cesse de tomber, la préfecture des Yvelines prolonge l'arrêté concernant les restrictions de l'usage de l'eau. Et oui, Gabriel, et ce jusqu'au 31 décembre, la sécheresse exceptionnelle de l'hiver 2022 et de l'été 2023 a entraîné une vidange des nappes phréatiques. La nappe de Bréval, par exemple, du côté de Mantes-la-Jolie, est toujours en situation de crise. Elle n'arrive pas à se recharger malgré les dernières averses. Ainsi, la zone centre des Yvelines est en situation de crise. Le reste du département se trouve, lui, en situation de
vigilance. Pour rappel, les habitants qui se trouvent dans la zone d'alerte maximale ont interdiction d'arroser leur pelouse, leur potager ou même de remplir leur piscine. Je pense que ça devrait aller en ce moment. On n'en a pas vraiment besoin, hein, Gabriel. Oui, effectivement, en ce moment, ça devrait aller. Direction Coignières maintenant, où l'implantation d'un pylône est contestée. Il s'agit d'un pylône de 18 mètres de hauteur de la société Free Mobile. Son objectif, assurer une meilleure couverture réseau. Cependant, le maire de la commune, Didier Fischer, conteste son implantation car ce dernier se trouverait à proximité d'une crèche. Le maire a également déclaré « Nous ne nous opposons pas au projet de Free Mobile. Néanmoins, par principe de précaution et afin de préserver la qualité paysagère, nous avons refusé le lieu d'implantation proposé. » Malgré plusieurs discussions avec la ville, l'opérateur ne souhaite pas revoir l'emplacement de ce pylône. Free Mobile a donc engagé un recours au tribunal administratif de Versailles. On poursuit ces informations, Mickaël, avec de la bière Made in Yvelines. On vous en avait déjà parlé l'année dernière. Dans les Yvelines, se brasse une bière 100% artisanale baptisée La Petite Sœur. Elle est située à Sartrouville. Au sein de cette brasserie, Vanessa Collin, la jeune fille de 20 ans, a confectionné une bière ambrée à la carotte. Et attention, Gabriel, grâce à cette recette, elle est devenue la meilleure apprentie brasseuse de France. C'était à l'occasion de la 11e cérémonie des Rabelais, des jeunes talents de la gastronomie. À retenir également, Mickaël, l'élection du Mister Île-de-France, ça avait lieu ce week-end. Et parmi les 14 candidats, 2 Yvelinois originaires de Trappes et de Vélizy-Villacoublay participaient, comme Martin Auberger. On écoute son interview au micro de Jessie Willens, de nos confrères de Radio Sensation. Alors, je vais défendre la santé mentale de chaque individu. Je vais pousser les gens à aller de l'avant, à croire en eux et à avoir confiance en eux. Donc, on va voir ce que ça va donner. C'est finalement Rémi Ducrot qui a été sacré le plus beau garçon de la région. Mais alors, qui est Rémi Ducrot, Gabriel ? C'est un Parisien originaire du Nord. Il tentait pour la seconde fois d'accéder au titre régional. Le jeune homme de 27 ans est gestionnaire d'actifs immobiliers pour une grande enseigne française de bricolage et de décoration. On écoute sa réaction. Déjà, je peux dire que je suis très fier de représenter notre belle région, l'Île-de-France. J'espère que je serai à la hauteur. Moi, la cause que je choisis de défendre, c'est la lutte contre le harcèlement scolaire. On a encore beaucoup trop de personnes en France qui subissent ça aujourd'hui en 2023. Et pour moi, c'est pas normal. Faut qu'on arrive à dépasser ça et à aider tout le monde. Passionné de natation et de musculation, il a désormais quelques mois pour se préparer pour l'élection nationale de Mister France 2024. Elle aura lieu le 17 février à Rueil-Malmaison dans les Hauts-de-Seine. Merci beaucoup Mickaël pour toutes ces informations. Et si vous aussi vous voyez une information ou une image qui retient votre attention, n'hésitez pas à nous la partager avec le hashtag 78news. Sorcières, zombies ou encore vampires viendront peut-être toquer à votre porte demain soir. Et pour cause, c'est déjà Halloween. Pour l'occasion, le 7-8 vous propose son top 3 des événements à ne pas rater dans les Yvelines. Les suggestions d'Aurélie Lafay. Le château de Breteuil ouvre ses portes aux adeptes d'énigmes sanglantes. Une murder party, animée par 2 comédiens, vous feront vivre dans les années 20 pendant 2 heures pour comprendre ce qu'il est arrivé à la comtesse lunatique. Petits sorciers, vampires et autres monstres seront attendus à l'espace Philippe Noiret au Clé-sous-Bois. Pour Halloween, les animations gratuites seront prévues pour toute la famille. Au programme, maquillage, activités manuelles, escape game et chasse aux bonbons. Et ce n'est pas tout, un spectacle terrifiant est prévu pour 18h30. D'étranges monstres s'installent dans le parc de France Miniature. Ils ont volé les bijoux de la reine Alionos de la citrouille. Des indices sont dissimulés dans les monuments et retenus par ces drôles de créatures. En participant au jeu de piste, vous aiderez la reine à retrouver le voleur. Le billet adulte et enfant est à 20 €. Allez, c'est l'heure de parler sport dans le 7-8. Et l'actualité sportive dans le département, c'est avec vous, Mickaël Elmidoro. On commence par du football. On jouait ce week-end le 6e tour de la Coupe de France. Exilé depuis 2 saisons au stade Jean-Bouin à Paris, le FC Versailles recevait dans son stade historique Montmoron l'équipe de Fleury. Malgré le soutien de leurs supporters, les Versaillais se sont inclinés lors de la séance de tir au but. Le résumé du match, les images de Clara de Frutos.
De retour au stade Mauboron pour la Coupe de France, le FC Versailles qui évolue en national avait à cœur de gagner contre Fleury 91 devant les 1000 spectateurs présents pour ce 6e tour. En première période, les Versaillais dominent et poussent mais n'arrivent pas à trouver la faille malgré la division d'écart. Le score à la pause, 0-0. Je pense qu'on a beaucoup d'occasions. Voilà. Sauf que il faut qu'on arrive à les mettre au fond, à être plus juste, à concrétiser le nombre incroyable qu'on a eu de situations pour être dans un scénario plus confortable. Au retour des vestiaires, Versailles attaque, se procure des occasions et marque enfin la 69e minute par l'international haïtien Mondi Prunier, 1-0. Mais l'avantage sera de courte durée. 4 minutes plus tard, Fleury égalise suite à cette tête de Freddy Colombo, 1-1. Malgré plusieurs opportunités et un but refusé pour les joueurs de la Cité Royale, le score n'évoluera pas. Direction la séance de tir au but. Dans cet exercice, ce sont les Essonniens qui l'emportent 5-4. Versailles, demi-finaliste de la Coupe de France en 2022, sort dès le 6e tour. Je suis très agacé parce que c'est un scénario qui se répète depuis 4-5 matchs au niveau de l'ouverture du score. Sur ce match-là, on a raté beaucoup de situations. Voilà, on doit être beaucoup plus efficace dans tout ce qu'on fait en ce moment. Donc il faut se taire et se mettre à bosser et avoir une exigence un peu plus importante. Le FC Versailles devra se replonger rapidement dans le quotidien du championnat de national. Les Yvelinois 9e du classement joueront dès ce vendredi 3 novembre à 19h30 sur le terrain de Dijon. Et Michael, si Versailles est éliminé de cette Coupe de France, l'aventure continue pour un club yvelinois. Oui, a réussi à s'imposer sur le terrain d'Écouen ce dimanche à l'occasion de ce 6e tour de la Coupe de France où le club de R1 est donc parti pour faire un parcours dans cette compétition et aura la lourde tâche de représenter les Yvelines lors du prochain match puisque la 3e équipe yvelinoise engagée, Chatou, a perdu 2-0 sur le terrain de Torcy. Les rencontres du 7e tour se disputeront ce dimanche 19 novembre. On va descendre de quelques divisions pour parler du championnat de D1 de district. On jouait ce week-end pour le compte de la 5e journée du championnat. Poissy, nouveau pensionnaire dans cette division, s'est imposé 1-0 sur le terrain d'Ardricourt. Les Mureaux gagnent à domicile contre Marly-le-Roi 3-1. Bailly-Noisy s'arrache pour venir à bout de Houille SO 3-2. 1-1 entre voisins et l'équipe 3 du FC Mantois. 2-1 pour le Chesnay à l'extérieur sur le terrain de Rambouillet. Enfin, Chatou 2 écrase Maurepas 7-1. Au classement, Conflans est premier devant les Mureaux et Bailly-Noisy. Et on continue par du basket. Dans le championnat de National 3, ce samedi soir, Trappes s'est imposé 88-78 face à Gravelines Grandfort. Dans la même poule, l'entente Le Chesnay-Versailles s'est fait écraser 112-45 à l'extérieur sur le terrain de Ardres et Chatou a perdu contre Saint-Thomas Basket. Au classement, les Trappistes sont 9e sur 14. Le LCV 78 est avant-dernier et Chatou est bon dernier. Toujours en basket, Michael, Victor Wembanyama continue son apprentissage de la NBA. 2 défaites en 3 matchs de NBA pour l'Illinois. Victor Wembanyama, son équipe des San Antonio Spurs, a perdu sur le terrain des Los Angeles Clippers sur le score de 123-83. Le natif du Chesnay-Rocancourt n'a pas vraiment brillé avec 11 points et 5 rebonds pendant la partie. Il a aussi perdu 5 ballons. Le joueur de 2,23 m aura l'occasion de se rattraper dès ce mercredi 1er novembre. Les Spurs joueront sur le terrain des Suns de Phoenix. Et en handball maintenant, les féminines de Montigny-le-Bretonneux jouaient ce week-end. Dans le championnat de National 2, Montigny-le-Bretonneux n'a pas réussi à renverser le leader Rosières-Saint-Julien sur son terrain. Les Igny-Montaigne se sont inclinés 36-30 à domicile malgré les 9 buts de Céane Gomis. Au classement, les Saint-Quentinois sont à la 8e place avec 12 points à 9 points de leur adversaire du soir. Un mot de voile à présent, la classe IMOCA n'a pas pu prendre le départ de la 16e édition de la Transat Jacques Vabre ce dimanche. Nos deux Yvelinois, Éric Bellion et Louis Burton, sont pour l'instant restés à quai au Havre. La raison, une mer très agitée avec de fortes rafales de vent, des conditions météorologiques difficiles qui ont contraint les organisateurs à décaler le départ des IMOCA vers la Martinique. Pour l'instant, aucune date de départ n'a été reprogrammée et nos navigateurs yvelinois patientent gentiment au Havre. On écoute la réaction du skipper versaillais Éric Bellion de Stanazwan. On était prêt à partir en sachant que ça allait être super dur. Moi j'étais habillé, quand j'ai eu la nouvelle, j'étais habillé pour partir en mer. Donc voilà, de toute façon on y allait en disant que ça allait être compliqué mais qu'on allait tout faire pour que ça passe. Et là, le fait que ça s'arrête, évidemment, la première réaction c'est ouf. Voilà, parce que la tension c'est jamais agréable. Moi je dors mal. Je suis tendu, voilà, et puis moi j'aime pas être tendu comme plein de gens. Mais la première réaction, c'est une réaction assez agréable de se dire finalement on va pas à la guerre. Voilà. Après,
il y a la déception. Au total, une quarantaine d'IMOCA participent à cette course transatlantique. Enfin, pour terminer, un tournoi de football. Ce week-end était organisée la 3e édition de la Challenge Cup à Plaisir. Au programme, 32 équipes avec des joueurs de moins de 12 ans se sont affrontées au stade de Bernard Giroux. Des images de Mélanie Poquet. C'est l'un des tournois les plus prestigieux dans la catégorie des moins de 12 ans en France. La Challenge Cup de Plaisir était organisée pendant 2 jours, ce samedi 28 et dimanche 29 octobre au stade Bernard Giroux. Ce rendez-vous est très attendu chaque année par les amoureux du ballon rond. C'est un événement qui permet de rassembler. Ça permet en fait de rassembler tous les amoureux du football autour d'un même but. La passion des joueurs, la passion du public et des encadrants. Donc c'est un moyen de rassembler et d'apporter de la joie et de la bonne humeur. Le tournoi prend en ampleur de 24, il est passé aujourd'hui à 32 équipes. On retrouve sur le terrain des clubs professionnels comme les Belges de Bruges, le Red Star, les Anglais de Norwich ou encore l'Olympique Lyonnais. On est content de venir en tant que club pro puisqu'on vient se frotter un petit peu aux équipes parisiennes. On n'a pas l'habitude de les jouer, grosse intensité, à une région parisienne où vraiment il y a vraiment de bons joueurs. Donc pour nous, pour faire progresser nos joueurs sur des matchs de 30 minutes, il n'y a rien de mieux à la Toussaint pendant les vacances, donc c'est pour ça qu'on est là. C'est un tournoi où on peut prendre pas mal d'expérience avec les clubs pro et les autres clubs qu'on ne va pas jouer pendant longtemps. Donc le but c'est de prendre de l'expérience, d'essayer de les connaître et de gagner bien sûr. C'est la première fois qu'on fait un tournoi avec des champions et on voit qu'il faut encore travailler pour être à ce niveau. À la fin du tournoi, c'est le club de Bruges qui a soulevé la coupe pour la 2e fois après l'édition 2021. La première équipe yvelinoise, Boifle, termine 9e et Plaisir 15e de ce rendez-vous. Vu le succès rencontré cette année, une 4e édition est déjà programmée pour l'année prochaine. Eh bien, merci Mickaël pour ces informations sportives. C'est bientôt l'heure de l'invité du 7-8. Mais avant ça, je vous propose de jeter un coup d'œil à la météo de demain. Et bonne nouvelle, demain matin, nous devrions rester au sec si le ciel reste nuageux. Des éclaircies sont prévues toute la journée. Côté température, comptez 11 degrés à Versailles et Rambouillet et 12 degrés à Houdan et Mantes-la-Jolie. L'après-midi, même tendance avec une légère hausse des températures comprise entre 13 degrés à Rambouillet et 15 degrés à Mantes-la-Jolie. C'est l'heure à présent de passer à l'invité du 7-8. Chaque année, le département des Yvelines mène 2 enquêtes annuelles sur l'activité touristique de son territoire. Rendu public il y a quelques jours, le bilan estival est positif et en nette amélioration par rapport à 2022. Avec nous, Joséphine Coleman-Berger, vice-présidente du département, déléguée à la culture et au tourisme. On imagine que c'est une bonne nouvelle. Une excellente nouvelle après ces années que nous avons pu vivre, qui ont été des années assez compliquées et on se demandait même si on allait redémarrer, bien sûr. Et là, on s'est rendu compte avec cette petite enquête, on va être, grande enquête, mais en tout cas, on s'est rendu compte que oui, c'est positif et les retours sont très bons. Justement, cette enquête, c'est des documents, des questionnaires qui sont donnés aux acteurs du tourisme. Qu'est-ce qui est ressorti de ces enquêtes ? Alors, ce qui est ressorti, c'est qu'il y a vraiment un essor, je dirais un retour déjà d'une clientèle même étrangère, puisqu'on s'est rendu compte qu'on revoit maintenant des gens qui viennent de Belgique, d'Angleterre, d'Allemagne. Donc, tout ça, c'est plutôt une bonne chose. On s'est rendu compte également que l'offre touristique au niveau professionnel refonctionne également. Donc ça, c'est plutôt, ça veut dire qu'il y a un développement économique qui se remet vraiment dans le circuit. On s'est rendu compte également que tout ce qui est environnemental est très fort, puisque vous savez qu'on a pu développer 1700 km sur l'ensemble du département de pistes à la fois équestres, piétonnes et cyclistes, qui a permis justement de faire revenir aussi toutes ces personnes-là. Et on s'est aperçu que, bien sûr, les restaurateurs sont aussi dans une démarche, je dirais, plutôt positive et se rendre compte que le département reste toujours quelque chose de très fort, je veux dire, au niveau de
de l'appétence des touristes. Vous parliez des visiteurs étrangers qui reviennent, c'était important après la crise du Covid ? Oui, c'était fondamental puisque c'est vrai que le gros de notre clientèle touristique, on va les appeler comme ça, c'est surtout l'Île-de-France, les Yvelines elles-mêmes, mais l'Île-de-France. Mais on a aussi beaucoup d'étrangers. Bien sûr, dans la balance, nous avons le château de Versailles. Château de Versailles, bien sûr, qui compte énormément. Avec une hausse de 13% cette année. Exactement, de 13%. C'est vrai qu'on ne peut pas comptabiliser uniquement le château de Versailles, mais à côté de ça, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un apport étranger qui revenait. Et ça, on en est ravis, surtout les pays asiatiques qui s'étaient complètement bloqués pendant la période de Covid. Alors vous parliez justement du château de Versailles. L'actualité a été difficile ces derniers temps avec les nombreuses fausses alertes à la bombe. Est-ce que vous craignez que ça impacte le tourisme ? Ça l'impacte forcément. Aujourd'hui, on se rend compte et on a des informations par des offices de tourisme d'abandon, bien sûr, d'inquiétude par rapport à cette situation. Actuellement, tout ce qu'on peut voir, bien sûr, sont des choses très anxiogènes. Et le fait d'avoir 5, 6 évacuations du château de Versailles, forcément, inquiète la population, c'est sûr. Alors, il y a le château de Versailles qui est très touristique dans les Yvelines, mais le département a choisi de mettre en valeur également la Seine pour étoffer son offre touristique et tout ce qui peut se faire autour. Pourquoi c'était important de la mettre en avant ? Parce que la Seine, eh bien, pendant des décennies, même plus que ça, eh bien, les villes tournaient le dos à la Seine. Tout a été construit d'une autre façon. Et il est clair qu'aujourd'hui, eh bien, on se rend compte que c'est une richesse incroyable. C'est à la fois une richesse touristique, bien évidemment, mais c'est une richesse à développement économique également. Donc aujourd'hui, on est en train de faire des réaménagements très importants au niveau de la Seine, qui sont des... Pardon. Des réaménagements qui sont dans une continuité même avec tous les départements limitrophes, c'est-à-dire en amont et en aval, pour pouvoir développer les pistes cyclables dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont des pistes importantes comme la Vélocénie par exemple. On a des pistes qui partent de Paris qui vont jusqu'au Havre et aussi jusqu'à Londres. Donc aujourd'hui, on est dans cette démarche-là et on sait aussi qu'il y a des ports qui sont actuellement en réhabilitation parce qu'on a des croisiéristes très importants qui viennent s'implanter sur notre territoire. Vous avez également l'initiative d'un tourisme plus durable. Alors ça va un petit peu avec ce que vous nous avez expliqué. Qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui un tourisme plus durable ? Alors ça veut dire que déjà le département des Yvelines développe également une protection environnementale. Vous savez qu'on a énormément d'espaces naturels sensibles sur le département et non seulement on doit nous les préserver, mais on doit aussi les améliorer. Donc on accompagne également au niveau de nos acteurs touristiques des aménagements qui sont des aménagements qui permettent d'avoir aussi, je dirais, un fonctionnement beaucoup plus durable, oui, de transition écologique. Par exemple, l'éco-pâturage, ça c'est quelque chose que l'on développe dans certains endroits. Mais aussi, il y a des récupérateurs d'eau, par exemple, pour les toilettes. Enfin bref, le département est vraiment à côté des acteurs pour pouvoir les accompagner financièrement aussi dans ce développement-là. Pour valoriser le tourisme, Joséphine Coleman-Berger, la Chambre des métiers et de l'artisanat ainsi que le département lancent la 2e édition du label artisan du tourisme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Ah oui, alors ça c'est une très belle initiative. L'année dernière, nous avons pu distribuer une trentaine de labels qui étaient des labels justement qui nous permettaient de mettre en valeur et surtout dans la lumière des artisans que nous avons. Vous avez parlé tout à l'heure de bière, j'ai entendu. C'est vrai. Voilà, exactement. Bien sûr qu'on a des brasseurs, mais on n'a pas que ça, on a des chocolatiers et on a aussi des artistes qui travaillent un artisanat, je dirais, presque en voie de disparition. Et donc l'année dernière, il y avait un concours et qui permettait de les mettre à l'honneur. Donc il y a eu une grande réception qui nous a permis non seulement de les présenter en détail, mais également de leur offrir ce label du département. Et on est ravis de pouvoir le refaire cette année. C'est une façon de mettre aussi en avant le savoir-faire yvelinois. Exactement. Le savoir-faire yvelinois, moi je dirais même le savoir-faire français, parce que ça touche aussi, je dirais, tout ce qu'on sait faire dans notre pays. On a beaucoup de qualité et c'est important d'accompagner ces artisans parce que ce sont des entreprises très souvent qui demandent des investissements à la fois personnels et financiers assez lourds et donc il est important qu'on leur permette d'avoir une belle vitrine pour pouvoir se faire connaître et vendre, vivre. Tout simplement. Très rapidement, pour terminer, quels vont être les objectifs pour 2024 ?
Année Jeux Olympiques. Donc forcément, on va tout faire pour bien accueillir tous ces touristes qui vont venir profiter des Jeux Olympiques dans notre territoire, qui est bien accompagné par des sports, comme vous le savez, vraiment dans notre proximité. Donc on va tout faire pour que ce soit bien, que les gens soient heureux, qu'ils soient nombreux, qu'ils remplissent tous nos hôtels, tous nos restaurants et qu'ils reviennent après, bien sûr. Eh bien, merci beaucoup Joséphine Coleman-Verger d'avoir répondu à nos questions. C'est déjà la fin de cette émission. Merci pour votre fidélité. On vous retrouve demain pour une nouvelle édition. En attendant, très belle soirée sur TV78.